Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier webinaire d'Alizé en collaboration avec Adesign. Pour ce premier rendez-vous, on est vraiment content de recevoir Aurore et puis Patrice pour nous parler des tendances émergentes en 2025 en design intérieur et puis en architecture. De mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Audrey-Anne Bouclin. Je suis responsable du marketing et des communications chez Alizé. Et c'est un immense plaisir là, pour moi aujourd'hui d'animer ce webinaire-là. Le webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à utiliser l'application Q&R que vous voyez en haut de votre écran sur Teams pour poser vos questions. On va prendre un moment à la fin du webinaire justement pour poser les questions à nos invités d'aujourd'hui. Sachez également que le panel est enregistré pour que vous puissiez avoir accès aux liens et accès à la rediffusion. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités du jour. Donc, Aurore Dussault, qui est fondatrice et designer principale chez Adesign, et puis Patrice Deslauriers, qui est architecte chez Alizé. Aurore, si tu veux prendre quelques minutes pour te présenter à nos invités aujourd'hui. Oui, bonjour, donc je m'appelle Aurore, je suis au Québec depuis maintenant 4 ans. À l'origine, je suis ingénieure en France et j'ai fondé mon entreprise de design d'intérieur ici au Québec il y a maintenant 4 ans. Dans ce domaine-là, on travaille surtout sur l'optimisation des espaces. Le fait d'avoir vécu en Europe me permet aussi de revoir un peu les dimensions, la façon dont on vit et puis créer des nouvelles réalisations ici pour les futurs logements. Super, mais merci Aurore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Patrice, si tu veux nous dire quelques mots sur toi. Oui, bonjour tout le monde, enchanté. Donc oui, Patrice, je suis architecte de formation. J'ai toujours travaillé dans le domaine résidentiel grande hauteur. J'ai été longtemps chargé de projet pour une firme importante qui s'appelle Neuf Architectes, pour ne pas la nommer. Et depuis 3 ans, j'ai fait le saut pour travailler pour un développeur immobilier. Donc, je travaille maintenant pour réaliser un architecte pour un développeur immobilier. Donc, on fait toute la gérance de projet et le pré-développement pour pouvoir ultimement développer les projets et les passer à l'externe pour pouvoir vraiment finaliser le tout. Donc voilà. Super, ben merci Patrice d'avoir accepté notre invitation également pour participer à notre webinaire aujourd'hui. Première question, Patrice, on s'échange quand même relativement souvent au bureau et tu reviens souvent avec l'importance de placer l'humain au cœur de tes réflexions au niveau architecture. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Oui, c'est vraiment une mission qu'on se donne quand on fait du développement immobilier, là, de toujours se questionner sur les besoins de sa clientèle. Évidemment, nous, on essaie d'avoir différentes générations sous les mêmes toits, donc de vraiment s'assurer que tout le monde soit le plus... qu'il y ait une cohabitation la plus harmonieuse ensemble. Juste avant, évidemment, on parle de le cap 2025, donc où est-ce qu'on s'en va. Faut vraiment se rendre compte à l'évidence qu'on est dans un contexte particulier actuellement. On connaît un peu la situation économique, évidemment, avec les taux d'intérêt qui a été difficile pour le développement de nouveaux logements. Il y a la pénurie de logements. Autre la question très économique et la pénurie, il y a des nouveaux codes, des nouvelles volontés des villes, le développement durable, la nouvelle loi sur l'économie de l'énergie qui fait que les bâtiments sont de plus en plus complexes à construire. Donc, économiquement, ça devient plus cher de construire des bâtiments, mais il faut que ces bâtiments-là deviennent vraiment intéressants, comme on vient de le dire, pour le côté humain. Euh, Évidemment, il y a la pandémie, on en parlera un peu tantôt, mais la pandémie nous a un peu lockdown vraiment pendant un certain temps, euh, qui fait que, veut pas, on a besoin de sortir un petit peu plus. Donc, bref, on a la mission collective, tout le monde, constructeurs, architectes, tous ceux qui sont dans le développement résidentiel, de faire que d'habiter dans de la haute densité devienne intéressant. Et c'est pas une mince affaire, surtout dans notre contexte nord-américain qui est un petit peu plus difficile, où tout le monde rêve un peu plus de la maison en banlieue, etc. Donc, de vraiment dire que demain matin, une famille va vouloir aller habiter dans du résidentiel grande hauteur, ça reste quand même un contexte difficile. Donc, il faut nécessairement que le bâtiment qui va en générer devienne intéressant pour l'humain en soi. Les images que vous voyez génériques à l'écran, en fait, c'est des bâtiments qui sont
soit construits, soit en développement actuellement dans la région de Montréal. Il y en a plein d'autres. On a pris ceux-là simplement pour vous titiller. Je me fais souvent un peu l'avocat du diable avec des gens qui ne sont pas nécessairement en architecture, puis je leur demande de me dire si ces bâtiments-là, c'est des bâtiments qui sont résidentiels, commerciaux ou bureaux. Puis j'ai toutes sortes de réponses. Bon, il y a des gens qui vont me dire, bien évidemment, c'est la droite, c'est du bureau, etc., vice-versa. Alors que la réponse, c'est que c'est 100% des bâtiments qui sont résidentiels actuellement en construction. Puis je ne suis pas en train d'attaquer le côté architecture de tout ça. Je suis simplement en train de me dire qu'actuellement, en 2025, c'est peut-être pas les bâtiments qui émanent le plus de vie et de dynamisme humain. Donc, il n'y a pas personne nécessairement qui a le premier réflexe de dire ça, c'est un bâtiment résidentiel et j'ai envie d'y habiter. Évidemment, c'est des bâtiments qui sont en centre-ville et de la grande région montréalaise. Mais quand on s'éloigne et qu'on va en périphérie, ça reste quand même qu'on est beaucoup dans des bâtiments qui sont noirs, blancs, intemporels dans le temps et qui manquent de terrasses, qui manquent de dynamisme. Et c'est vraiment cette question-là qui doit, je crois, on en reparlera un petit peu plus tard dans le webinaire, être mis de l'avant. Donc, il y a des solutions alternatives et c'est ces solutions-là qu'il faut qu'on étudie en long et en large. Donc, il faut vraiment que la forme du bâtiment soit créée pour les occupants. Petite parenthèse, des fois, j'ai l'impression qu'en architecture, on a un réflexe un peu, peut-être même égocentrique, de dire je veux que la forme qui va émaner de mon bâtiment soit super intéressante. Ça va passer par des lignes droites, ça va passer par de la ponctuation de balcons, donc une forme particulière qui va nécessairement peut-être donner des façades super belles, super intéressantes, mais qui n'a pas nécessairement un plus-value pour l'occupant parce qu'il va y avoir des sections qui n'auront pas de balcon, il va y avoir des sections qui vont être trop vitrées, pas assez vitrées. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se re-questionne à l'envers de plus en plus et dire non, si mes critères de conception sont chaque unité doit avoir de la lumière, chaque unité doit avoir un balcon, chaque unité doit avoir un petit peu plus peut-être de verdure, etc., mais ça devient des critères de performance de conception qui doivent être mis de l'avant dès le départ, plutôt que de vouloir pousser absolument pour une forme puis essayer après ça d'entrer un programme dans le bâtiment. Bref, puis on en discutera peut-être plus tard pour des solutions alternatives. Super, merci Patrice, super intéressant. Du côté du design intérieur, Aurore, comment vous placez, vous, de votre côté, l'humain, justement, au centre de vos conceptions, vos transformations d'espace? Pour nous, l'humain, c'est le point de départ en fait de tout projet. De notre côté, on part toujours d'un questionnaire précis ou si on fait du résidentiel et qu'on refait un logement pour une famille ou une personne ou un couple ou des personnes qui passent de plus grand à plus petit. Voilà, on place toujours l'humain d'abord. Et clairement, l'objectif, c'est d'adapter le logement pour qu'il convienne aux besoins et que ce soit aussi durable dans le temps. Donc, par exemple, on va réfléchir si l'espace est plus petit qu'avant, quels sont les espaces les plus utilisés. Parfois, les espaces, par exemple, de cuisine deviennent des lieux de vie à proprement parler. C'est plus des espaces cloisonnés, fermés. On les installe dans des espaces ouverts, on les intègre vraiment, on utilise des systèmes intelligents pour les odeurs et autres, mais vraiment, ça commence à être des espaces de vie importants. Donc, l'humain est vraiment à la base, parce que la maison, elle devient le sanctuaire en fait de l'humain. Quand on rentre chez soi, quand on a fait une grosse journée de travail, quand on a été dehors tout le temps, quand on a été avec du monde tout le temps, on a envie de se retrouver dans son cocon en fait. Et ce n'est pas seulement un espace où on y vient pour dormir. Et on a d'ailleurs fait cette expérience-là avec le Covid, justement, où finalement, beaucoup de personnes se sont rendues compte que leur logement n'était pas seulement un lieu de passage et ça devait être un lieu vraiment pour eux de repos, de se retrouver tous ensemble, de pouvoir aussi s'y sentir bien et s'y sentir chez soi. Donc voilà, par exemple, dans les nouvelles méthodes qu'on utilise aujourd'hui, on essaye d'intégrer aussi un peu d'extérieur à l'intérieur parce que le Covid nous a montré que on avait besoin aussi de sortir et de se sentir bien. Donc, la biophilie est une nouvelle
tendance en fait 2025 et qui va s'étendre même à plus longtemps, où on essaye voilà, d'avoir de la verdure à l'intérieur, des éléments verts, des éléments doux, des matières naturelles, de la pierre, du bois. Donc, on essaye vraiment de rendre ces espaces un peu complémentaires, donc un peu dedans, un peu dehors, mais qui restent quand même un chez soi qu'on a pensé pour soi et pour sa famille. Et voilà, donc c'est très important de bien comprendre l'humain et quand on design les espaces et de bien imaginer de quelle fonction aura l'espace. Voilà. Tout à fait. Puis, Patrice, Aurore vient de parler justement de l'importance de créer des pièces qui sont fonctionnelles dans le cadre de la conception d'un bâtiment multilogement. Comment on peut justement créer des espaces plus fonctionnels qui vont venir compléter finalement les unités d'habitation? Ben, avant de bien les concevoir, il faut qu'on les, étant donné que chaque pied carré est compté, il faut vraiment qu'on trouve la bonne répartition typologique du bâtiment en tant que tel, puis vraiment s'assurer que les superficies ne dépassent pas nécessairement, il n'y en ait pas trop pour rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre le bâtiment comme vraiment une machine, donc comme une espèce de... C'est quoi son contexte, premièrement. Donc, dans quel milieu il va s'implanter. Pourquoi? Parce que oui, dans un bureau de vente, si dans mon bâtiment, je vais dire qu'il y a un gym, qu'il y a une salle à manger, qu'il y a une salle multifonctionnelle, donc il y a un paquet de critères, souvent, ça devient juste un check pour pouvoir un peu plus facilement vendre le bâtiment, mais ultimement, puis on le sait, nous, en tant que développeurs immobiliers, des fois, ces espaces-là ne sont jamais ou presque pas utilisés. Ils sont simplement là comme étant des critères, comme je viens de dire, de vente. Mhm. Euh, L'idée, c'est pas ça. C'est pas de faire des espaces qui vont pas être utilisés. Donc, si on comprend bien le contexte environnant dans lequel on va venir s'inscrire, il y a deux, trois gyms à proximité, on ne va pas nécessairement faire un. Il y a des commerces de proximité, donc quel commerce on va venir peut-être mettre au niveau du rez-de-chaussée dans ces éléments-là. Donc, il faut vraiment que ces emplacements-là soient extrêmement bien pensés pour être, le plus multifonctionnel possible et Mhm. peut-être même changer dans le temps et évoluer, peut-être devenir éventuellement un commerce ou autre chose, peut-être même une nouvelle unité si le contexte bouge. Puis évidemment, le contexte urbain va nécessairement bouger autour des bâtiments. On ne fait plus des bâtiments pour 20-25 ans, on fait des bâtiments pour 50-60 ans si on est très optimiste dans notre vision. Donc, il faut qu'on pense à ces éléments-là pour être le plus adaptable dans le temps. L'autre chose, c'est aussi la répartition typologique des unités au-dessus. Donc, si on pense uniquement qu'un bâtiment va être conçu pour, par exemple, des jeunes professionnels, ça peut se faire, mais je reviens par exemple à un exemple comme Griffintown, où la majorité de ces tours-là ont été réfléchis comme étant juste pour des jeunes professionnels, ce qui fait que de 9 à 5, grosso modo, les tours sont très vides parce que tout le monde finit par quitter. Mais si on développe des projets où on va avoir certaines mixités générationnelles au sein même du bâtiment, ça devient plus intéressant pour ces espaces multifonctionnels-là aussi, parce qu'ils peuvent vivre sur un cycle plus quotidien, plus long. Un commerce qui va s'implanter au niveau du rez-de-chaussée dans une tour de multilogement va être beaucoup plus optimiste s'il y a différentes tranches d'âge au-dessus, parce qu'il sait qu'il va avoir justement une viabilité un petit peu plus longue. Donc, l'idée n'est pas nécessairement de couper des pieds carrés puis des superficies pour être le plus rentable possible. C'est juste de vraiment avoir le meilleur ratio entre les pieds carrés et les activités qui vont s'y passer. Et oui, ça va passer par beaucoup l'aspect multifonctionnel et du mobilier, etc. Et c'est pourquoi qu'on doit travailler en coordination avec les designers pour pouvoir aller chercher du mobilier et tout. Et ça, c'est le défi d'Aurore. Oui, tout à fait. Ben écoute, c'est une belle transition pour Aurore. Est-ce que Aurore, tu pourrais nous partager des exemples justement de mobilier adaptable qui vont Oui. vraiment comme apporter une réelle valeur ajoutée aux occupants pour justement là, tu sais, favoriser un bel aménagement finalement des espaces de vie, puis qui va répondre vraiment aux besoins spécifiques là, et évolutifs des occupants? Oui, bien sûr. Alors, quand on a des appartements plus petits ou des logements un peu plus petits, le premier point sur lequel on met une grande attention, c'est les rangements.
On essaie d'avoir un maximum de rangements intégrés parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les caves en plus, on n'a plus voilà, ces espaces supplémentaires pour pouvoir ranger nos affaires et surtout dans un contexte ici où on a beaucoup de changements de saison, on a des choses qui sont valables pour 6 mois et d'autres moins. Donc, il va falloir pouvoir avoir des espaces de rangement, ça c'est certain. Et aujourd'hui, on a énormément de mobilier adaptables qui sont créés, comme des lits Escamoda qui existent depuis longtemps, mais qu'on réinvente avec des placards, des rangements, des choses qui montent. Si on a une hauteur de sous-plafond intéressante, on a aussi des tables basses qui se déploient en table de salle à manger. On a des fauteuils qui se déplient, qui deviennent des lits aussi. Donc, voilà, on a quand même beaucoup d'éléments et tout ça, on a aussi beaucoup d'inspiration des pays japonais, Corée du Sud ou même en Europe aussi, parce que les espaces sont déjà à la base plus petits. Donc, voilà, on prend ces inspirations-là et c'est important quand on a un espace petit, même s'il est grand, mais justement d'avoir des espaces où l'énergie circule, où en fait on a la possibilité de se sentir bien. Si on se sent bien, c'est parce que c'est bien adapté, bien rangé, les couleurs sont présentes dans des effets doux, quand c'est bien orienté, quand il y a de la lumière. Voilà, on en profite. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et on le voit aussi beaucoup en Floride, on crée beaucoup de bâtiments en hauteur et les premiers étages, on va dire jusqu'aux 10 étages, sont occupés par des parkings parce que justement, la visibilité, la lumière qu'on gagne quand on est ne serait-ce qu'au premier étage du logement, des bâtiments, et ben, ça reste quand même un 10e étage et donc déjà beaucoup, avec une vue plus dégagée et plus de lumière. Donc ça, c'est intéressant. Et, et donc les espaces de vie aujourd'hui, il faut les designer, les rendre vraiment durables, rangés, et on va dire aussi avec des matériaux nobles, parce que c'est ça Mhm. aussi qui donne cette énergie. Et le feng shui est une pratique ancestrale chinoise, donc qui date depuis des années, mais ça revient au fur et à mesure parce qu'on a envie de ce bien-être, on a envie, le bien-être intérieur de chez soi contribue à notre bien-être intérieur aussi, nous, en tant qu'humains. Donc voilà, de se refocaliser sur voilà, les couleurs du feu, les couleurs de la terre, du bois, de l'eau, du métal, les éléments voilà, naturels, comment englober tout ça dans son espace d'intérieur pour s'assurer que voilà, même dans les tendances 2035-2040, bah, le logement, comme il est intégré dans cette énergie-là, dans cet esprit-là, il sera toujours à la mode, il sera toujours tendance, il sera toujours présent et il plaira toujours aux gens. Donc, c'est ça aussi qu'on essaye d'intégrer, c'est qu'au-delà des tendances où on voit par exemple oh, les tendances de couleurs de peinture en 2025, certes, mais ça peut passer. Donc, il faut faire attention à comment est-ce qu'on l'aménage avec le reste du mobilier et l'immobilier évidemment fonctionnel et durable. Merci, Aurore. Patrice, du côté architecture, comment nous, on peut concevoir des espaces qui favorisent le bien-être des occupants? Tout à l'heure, tu nous as parlé de balcons, d'avoir des façades un peu plus texturées. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ben, tu peux peut-être montrer la slide là, qui montre un peu ces volontés-là. C'est vraiment des exemples qui ont été tirés de projets qui sont fictifs. Certains sont en conception, certains vont être en chantier, pas nécessairement en Amérique, mais un peu partout dans le monde. Euh, L'idée, c'était vraiment juste d'aller à l'autre extrême des petites images qu'on a vues au début. Donc, quand on regarde ces images-là, je pense qu'au-delà de on n'aime pas, il n'y a personne qui peut remettre en doute le fait que ces bâtiments-là sont nécessairement résidentiels. Il y a de la vie, il y a du dynamisme qui en émane. Mhm. Pourquoi? Ben parce que 100% des logements ont une terrasse, 100% des logements ont des panneaux intimité, il y a plus de chaleur, évidemment, il y a beaucoup de végétation. Euh, Ce que ça donne comme aperçu, évidemment, c'est beaucoup plus tout ce que Aurore vient discuter, l'espèce d'aspect homey, ce qu'on va venir avoir dans notre cocon, qu'on essaie d'extérioriser avec tous ces éléments-là. Évidemment, moi, je prône beaucoup cette idée de ramener beaucoup plus la végétation sur les terrasses, sur les façades extérieures. Présentement,
surtout dans notre contexte américain, on met beaucoup de pression sur l'enveloppe extérieure. On aime beaucoup les tours complètement vitrées qui vont un peu à l'encontre de la loi sur l'économie de l'énergie puis du développement durable. Peut-être que dans 15-20 ans, on va même rire du fait qu'on mettait autant de verre dans un bâtiment qui se voulait résidentiel, alors qu'on le sait, c'est un pont thermique à grandeur, d'une certaine façon. Dans des bâtiments comme ça devient beaucoup plus texturé, oui, mais la façade intérieure a moins cette pression-là, justement, d'être un matériau extrêmement, si on veut même onéreux, parce qu'elle est un petit peu plus en recul. Ce qui devient plus en façade, en fait, ce qui vient vraiment nous marquer, c'est surtout l'aspect des terrasses, l'aspect donc de la végétation, des murs d'intimité, de la texture que ça va donner, le bois, etc. Tout ça peut être vraiment mis de l'avant, mais c'est oui un nouveau langage. Je pense que les villes vont devoir de plus en plus s'adapter aussi à cette nouvelle vision volonté-là parce que ça devient peut-être un petit peu plus chaotique, contrairement à des bâtiments qui sont toujours noirs, blancs, répétitifs, qui vont nécessairement être intemporels, qui vont moins clasher dans le paysage, mais il n'y a pas cet aspect plus chaleureux là. Ça étant dit, ce qu'on voit actuellement, c'est peut-être, comme je disais, un extrême. Puis là, il faut qu'on se questionne, tout le monde, constructeur, architecte, etc., pour trouver l'équilibre entre quelque chose qui est peut-être trop chaotique, peut-être trop texturé, et ce qu'on voyait tantôt. Mais entre les deux, il y a nécessairement cette vie-là là, qu'on veut créer. Je vous entends tout de suite dire, OK, c'est super, c'est merveilleux, mais combien ça coûte? Parce que nécessairement, amener de la végétation, amener des matériaux autres qui sont un petit peu plus chers, mettre plus de terrasses, il va falloir qu'on trouve une solution économique pour que ça se rentabilise. Bien, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se questionne puis qu'on se dise qu'on coupe les endroits qui ne paraissent pas. Puis peut-être qu'on va en reparler tantôt, ça peut passer par des systèmes constructifs, ça peut passer par se questionner sur les stationnements. Qu'on a tendance à beaucoup mettre énormément en sous-sol avec des ratios qui sont imposés par les villes, etc. Mais de plus en plus, on essaie peut-être de les mettre hors sol. Là, ça peut faire peur à tout le monde, mais ça étant dit, ça peut être des espaces qui vont être revalorisés plus tard parce que je vais pouvoir revaloriser des espaces extérieurs, stationnement, en les transformant peut-être en unités résidentielles et ou en commerce et ou en espace commun. Donc, il y a des solutions qu'il faut qu'on regarde ensemble. Puis juste pour la question de la végétation, nous, ça fait déjà un bon moment qu'on est en train de travailler avec des architectes de paysage pour pouvoir trouver des solutions techniques, vraiment à venir intégrer des bacs de plantation sur un bâtiment grande hauteur. Parce que trop souvent, on a vu beaucoup de végétation sur des bâtiments grande hauteur qui sont des arbres merveilleux, etc., mais que c'est juste du rendu. Puis en réalité, il n'y a personne qui fait ça parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais il y a une façon de le faire, puis il faut qu'on trouve une solution technique au problème qu'on a, de vraiment le faire et que ça ne devienne pas des coûts astronomiques. Mais c'est sûr et certain que ça peut devenir intéressant, surtout dans notre contexte nord-américain. Imaginez juste des façades qui sont complètement vertes en juillet puis qui deviennent complètement toutes orangées, rouges durant l'automne. Donc, ça peut être esthétiquement super intéressant. En plus, évidemment, du plus-value que ça donne directement à l'occupant. Fait que bref, je pense que j'ai fait pas mal le tour de tout ça, mais, mais je pense qu'on peut continuer par la suite là, pour parler un petit peu plus des systèmes. Je ne sais pas si tu veux continuer, Audrey-Anne. Ben oui, absolument. Dans le fond, effectivement, Aurore, tantôt, nous a parlé aussi de tout ce qui était logement intelligent. Donc, la question, c'est vraiment une question qui se veut pour tous les deux. C'est comment, en 2025, ces outils-là, ces innovations-là vont pouvoir se retrouver dans nos logements et comment ils vont transformer finalement l'expérience des occupants en matière de confort, de gestion de l'énergie, de personnalisation des espaces. Donc, on peut voir du côté d'Aurore au niveau du design intérieur, mais Patrice, après ça, tu auras la chance certainement d'élaborer à ce sujet-là également du côté de l'architecture. Oui, on peut pas, en fait, on peut pas parler de tendance 2025, c'est sûr, si on ne mentionne pas déjà
l'avancée de l'intelligence artificielle et tout ce que ça peut impliquer sûrement dans le futur, dans nos logements et dans nos vies au quotidien. Donc, on voit déjà beaucoup d'électroménagers intelligents qui se coupent, l'énergie qui est optimisée. On a aussi voilà, tout ce qui est frigo intelligent aussi pour la conservation des aliments. On a plusieurs éléments comme ça qui se développent, mais au-delà de ça, on peut imaginer dans des logements comme ça, multilogements, peut-être des gestions des déchets intéressants, la gestion de l'eau aussi. Donc, comment est-ce que dans nos logements à nous, on peut avoir plus de praticité? On le voit, il y a des logements aujourd'hui qui reçoivent énormément de colis, énormément de meubles, des personnes qui viennent habiter et repartent sans arrêt. Donc, il faut qu'on puisse adapter les logements et l'intelligence liée au bâtiment et puis à cette circulation des personnes, donc même dans les parties communes, en fait. Comment est-ce qu'on va gérer avec les nouvelles technologies ce monde-là? Et il y a aujourd'hui plein de choses qui se font. On crée donc des espaces de travail, on crée des espaces de café, on crée des espaces communs intelligents, sûrement avec aussi les espaces de sport, de livraison, de voitures, voilà, des bornes électriques partout. Donc, voilà, dans ce milieu-là et dans l'intérieur même à proprement dit, on a une nouvelle tendance qui se développe qui s'appelle le Tech Eden et en fait, qui est un mélange de science et de nature où on a maintenant des revêtements muraux en fait intelligents avec des lumières intégrées qui s'adaptent à l'humeur, qui s'adaptent à la lumière extérieure, qui s'adaptent voilà, et qui, sans même y penser, va accentuer votre effet agréable, bien chez vous. Les plaintes chauffantes quasiment invisibles, où voilà, on a des sols chauffants, mais on pourrait avoir les murs aussi qui pourraient apporter une chaleur. Voilà, on travaille sur plein de sujets. Donc, le logement intelligent entre de plus en plus dans les mœurs et dans aussi le design et la façon dont nous, on perçoit l'aménagement des espaces. Super, merci Aurore. Du côté de l'architecture, Pat, à quoi on peut s'attendre du côté des innovations technologiques? Ben, je vais essayer d'y aller en différents grades d'échelle. Ben, en gardant l'échelle un peu du logement, comme Aurore vient de dire, on essaie de plus en plus effectivement de racheter de la domotique et des éléments dans les unités pour les rendre de plus en plus sécuritaires, surtout quand on s'adresse à une clientèle un petit peu plus âgée. On testait là, jusqu'à tout récemment des éléments comme des détecteurs de mouvement, etc., dans les unités, parce qu'on est en train de vouloir de plus en plus créer des unités d'habitation pour retraiter personnes âgées de plus en plus autonomes, sans nécessairement être des résidences de personnes âgées avec des soins tout le temps. Mais si au moins j'ai une unité qui est intelligente, qui est capable de voir quand une personne pourrait littéralement tomber inconsciente dans sa propre unité, envoyer un signal d'alerte et envoyer euh, la sécurité, ben, ça permet justement que cette tranche d'âge-là peut se permettre en fait d'habiter de façon beaucoup plus autonome, beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est pour l'échelle vraiment du logement. Il y a la modification des unités aussi qui doit être pensée parce que on conçoit un bâtiment, comme je disais, un jour 1, puis on veut l'exploiter pendant plusieurs années. Bien, il y a certains types d'unités qui peuvent peut-être être adaptables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un grand 4,5 pourrait potentiellement facilement devenir aussi un 5,5 avec un bureau semi-fermé, des portions ouvertes, même des cloisons amovibles, une chose qu'on voit de plus en plus en Asie, qui, au sein même d'une unité, on peut s'adapter aux clientèles. Donc, la répartition typologique, elle est adaptable également dans le temps. Ça devient intéressant. Il faut penser aussi à la stratification du bâtiment. Ce que je veux dire par là, c'est que plus je monte en haut, ben, plus ça va peut-être devenir difficile ou fatigant pour une famille d'aller habiter en haut, sans parler des nuisances sonores, des éléments comme ça. Mais est-ce que je vais vouloir concentrer mes logements famille plus au niveau des premiers étages pour pouvoir leur donner une proximité avec les cours intérieurs, ces éléments-là? Ils vont plus les utiliser, ça va être intéressant. Fait que cette répartition-là doit être aussi conçue pour qu'elle soit aussi adaptable. Puis sinon, mais j'en avais parlé un peu tantôt, mais
En architecture en général, on est un peu dans un tournant. Évidemment, bon, il y a beaucoup l'Asie, il y a beaucoup l'Europe qui commence de plus en plus à construire de façon un petit peu plus intelligente en s'intéressant à des systèmes constructifs différents. On est encore beaucoup ici au Québec en général, puis partout dans le nord de l'Amérique. On a un réflexe que basse hauteur, c'est charpente de bois, ossature légère, puis à seconde qu'on tombe en plus grande hauteur, ça devient du bois, ça devient du béton nécessairement. Il y a d'autres façons de faire, pas nécessairement juste le bois massif. Il y a ossature légère métallique. Il y a des murs extérieurs complets maintenant qui peuvent être complètement préfabriqués en usine puis livrés au chantier. Ça peut même être un système plancher, mur porteur qui va être préfabriqué également. Il y a des pods qu'on appelle, donc une unité type, par exemple un 3,5 avec un côté l'espace de vie, d'un côté tout ce qui est chambre, salle de bain, rangement. Tout ça peut déjà être préfabriqué et livré directement au chantier. Donc, pourquoi qu'on parle de ça? Bien parce que c'est inévitable, on s'en va de plus en plus vers là. On le voit parce qu'il y a il n'y a pas si longtemps, il y avait une, deux usines concurrentes qui le faisaient, puis de plus en plus, ben, il y en a. Il y en a. Pour ne pas les nommer, les Bonneville, les Laprise de ce monde qui ne faisaient que de la maison unifamiliale il n'y a pas si longtemps, s'intéressent maintenant à ça et commencent à le faire. Donc, c'est inévitable, je crois qu'on va le voir de plus en plus dans les chantiers, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite, être un petit peu plus efficace. Tant mieux pour la pénurie de logement, tant mieux pour les chantiers qui vont peut-être être un petit peu plus rapides, mais ultimement, c'est, comme je dis toujours, c'est des éléments qui nous permettent d'être plus efficaces et d'économiser dans, dans un projet qui est déjà très onéreux en coupant les éléments qui sont pas visibles pour pouvoir après ça prendre peut-être une somme d'argent pour pouvoir le remettre dans ce qui va être vraiment intéressant, comme on voit à l'écran. Donc, des éléments qui vont vraiment se distinguer pour pouvoir donner de la vraie qualité de vie aux, aux résidents. Donc, c'est un peu cette espèce de balance, donc de répartition économique dans la conception du projet qui doit être évaluée. Et ça peut passer à grande échelle, surtout par peut-être des nouveaux systèmes de construction. Puis, comme je le disais tantôt aussi, on vit actuellement dans un monde où il y a encore, il faut qu'on pense au rangement, il faut qu'on pense aux voitures, il faut qu'on pense à l'accessibilité de la circulation des bâtiments. Mais dans 20, 25, 30 ans, comment ça va être cette circulation-là de voitures? Je le disais tantôt, il y a encore beaucoup de villes qui demandent des ratios de stationnement qui sont assez élevés, que même nous, en tant que développeurs immobiliers, on trouve des fois trop élevés, ce qui est un peu ironique. Donc, il faut qu'on soit capable de dire, OK, on peut les faire, mais on peut les faire d'une façon, peut-être en les mettant à l'extérieur, ce qui est moins intéressant présentement, mais qui ultimement pourrait être retransformé en cours extérieur quand on n'en aura peut-être plus autant besoin parce qu'il va y avoir plus d'autopartage, plutôt que de toujours creuser beaucoup, beaucoup, beaucoup les sites en créant des stationnements souterrains qui, on le voit, ont tendance de plus en plus à être de moins en moins utilisés. Puis ce qui est malheureux, parce que c'est des espaces qui ne seront jamais revalorisés dans le futur. Je ne peux pas venir mettre une piscine, je ne peux pas venir mettre un espace commun dans le sous-sol. Donc, et en plus, évidemment, sans parler de la nappe phréatique, de la montée des eaux, bref, le danger que ça peut permettre. Bref, c'est tous des éléments qui doivent être regardés en début de projet, puis challengés pour essayer de voir où je peux être le plus efficace possible pour que le maximum soit mis sur l'architecture, puis vraiment ce qui va paraître. Voilà, grosse réponse. Non, mais c'est parfait. Aurore, est-ce que tu avais des éléments à ajouter de ton côté? Non, je pense que tout a été dit sur les tendances. On peut passer aux questions, je pense que ça peut être intéressant. Oui, il y a beaucoup de questions qui ont popé. Oui, effectivement, là, j'en ai quelques-unes. Donc, on passera à la période de questions. Donc, une des questions qui nous ont été posées, c'est, à votre avis, ce serait quoi les erreurs donc à éviter, des erreurs courantes qui seraient à éviter lorsqu'on conçoit justement des pièces multi-usages dans des espaces restreints? Avec la question est aux deux, là, c'est vraiment en fonction de qui est le plus à l'aise de répondre. Aurore, tu veux-tu commencer? Ou? Les espaces communs ou les espaces intérieurs des logements? C'est pas précisé, c'est vraiment des espaces multi-usages.
Bah, pour un premier point de réponse, et encore une fois, c'est de s'adapter aux tendances actuelles, sans peut-être penser au fait que ça doit être durable et ne pas engranger des travaux dans les 5 prochaines années, mais plutôt dans les 20-30 prochaines années. Le but, c'est justement que ça dure 30 ans et que ça plaise encore et que voilà. Donc, je pense que quand on crée des logements, il faut surtout imaginer ça et l'adapter à un plus grand nombre. Et envisager des matériaux nobles et durables. Voilà. Et sûrement écologiques, parce que quand on parle aujourd'hui de nobles, tout ce qui est bois, par exemple le bois, quand on le récolte et quand on le transforme, il emprisonne le carbone. Donc, c'est quand même des éléments intéressants pour les utiliser dans la construction. Et puis, il faut, je pense, plutôt imaginer ça comme ça, imaginer des environnements chaleureux, bien-être, vraiment axés sur la nature et sur le futur. Et encore une fois, les pays comme la Corée du Sud ou le Japon, ils sont très en avance sur tout ça et, euh, et ça peut être intéressant de s'en inspirer. Tout à fait. Patrice, as-tu des éléments à ajouter? Vraiment rapidement, moi je dirais qu'il faut s'assumer puis pas avoir peur de foncer dans les espaces communs. Souvent, ce qu'on a comme tendance, c'est je vais faire quelque chose de blanc, de très intemporel, qui va vraiment essayer de plaire à tous. Puis ultimement, mais ça donne des lieux qui n'ont pas vraiment d'essence, il n'y a rien qui se passe vraiment, puis les gens ne les utilisent pas. Puis je pense que si on veut vraiment dire, ben non, c'est un endroit que les gens doivent utiliser, ben on va mettre le paquet, puis y aller vraiment avec s'affirmer vraiment dans le langage que ça va donner. Ça va être nécessairement plus haut mise comme ça. Parfait. Je vois qu'il y a certains participants avec la main levée. Donc, si vous avez des questions, utilisez soit le clavardage ou l'application Q&R en haut de l'écran là, pour poser votre question. J'en ai une autre que j'ai reçue pendant le webinaire. Ça s'adresse à Patrice. C'est comment tu vois évoluer les façades des bâtiments dans les années futures au Québec. Tu as parlé de façades textualisées avec du relief, végétalisé également. Est-ce que selon toi, ça va devenir une norme au Québec? Puis ça serait quoi les défis, dans le fond, auxquels on serait confronté et qu'on va devoir relever pour que ça devienne une norme? Ben, je pense que c'est inévitable que ça devienne ultimement une norme. On le voit actuellement dans les toits végétalisés dans les grandes villes pour contrer les îlots de chaleur. De plus en plus, ça devient imposé. Ça peut passer par des ratios. Donc, il doit y avoir, par exemple, tant de pourcentage sur un lot de verdure et le toit végétalisé va compter pour 50%. Mais on oublie souvent les façades là-dedans. Je pense que les façades vont devenir une partie de la réponse aussi, mais il faut qu'il y ait certains experts qui démontrent vraiment que le fait d'être à la verticale va pouvoir aussi aller jouer dans la table des îlots de chaleur, ces éléments-là. Mais ça commence, c'est sûr et certain, parce qu'évidemment, on a des petits lots, puis on veut avoir le plus de végétalisation possible. Donc, il faut que ça passe inévitablement par les verticales. Je suis sûr que les villes et tout commencent de plus en plus à en discuter, mais il n'y a pas encore il y a pas encore assez d'exemples, puis il n'y a pas encore assez de gens qui l'ont réellement fait pour que ça devienne présentement, là, en 2025, une norme. Mais je suis convaincu que de plus en plus, ça va l'être. Puis c'est beaucoup le code, c'est beaucoup la loi sur l'économie de l'énergie, c'est beaucoup la volonté du développement durable, le fait qu'on doit être LEED, le fait qu'on doit viser des certifications, c'est important pour les villes, qu'on met beaucoup de pression sur ces façades-là. C'est pour ça que quand je dis que demain matin, si je fais une tour de 25 étages complètement en mur rideau, dès le jour 1, je m'impose beaucoup de contraintes à aller respecter tous ces éléments-là. Parce que je mets beaucoup de pression sur le système de chauffage, sur le système électrique, sur tout ça. Puis, ultimement, oui, je donne beaucoup de vues, mais c'est sûr et certain que c'est pas viable à long terme de mettre autant de pression sur ce genre d'enveloppe-là. Et il y a d'autres. Donc, évidemment, une enveloppe doit être très bien isolée maintenant pour pouvoir respecter ces normes-là. Donc, le fait d'être peut-être plus en recul, peut-être que les balcons sont plus à l'avant, ça fait que je peux mettre à peu près n'importe quelle enveloppe, très isolée, que ce soit dans la maçonnerie, revêtement métallique, peu importe, mais elle n'est pas en front directement depuis la rue, ce qui fait que esthétiquement, elle n'est pas moins intéressante, elle est juste,
elle est juste moins visible. Donc, à peu près n'importe quel type de matériau peut plus être accepté. C'est ce que je veux dire par là. Mais cette espèce d'aspect-là, comme on voyait dans les bâtiments plus texturés, j'en conçois, c'est peut-être quelque chose qui va être un petit peu plus difficile à lentement faire accepter avec les villes parce que on veut des bâtiments qui sont très similaires, qui vont peut-être plus se fondre dans le cadre bâti constamment. Donc, c'est là que l'architecte doit vraiment avoir du plaisir à trouver l'équilibre, là, puis avoir des discussions en amont avec les villes. Moi, je vous encourage vraiment à aller rencontrer les villes rapidement dans le début des projets pour pouvoir discuter de ces éléments-là, voir les alternatives, voir peut-être même les subventions, ces éléments-là qui pourraient peut-être être implantés dans la conception directement du projet. Merci, Pat. On a une autre question, puis vous en avez les deux tout à l'heure parlé un peu dans vos éléments de réponse, mais comment vous percevez la relation entre les architectes, justement, puis les designers d'intérieur dans la conception d'un immeuble multilogement? Aurore, je ne sais pas si tu veux expliquer comment vous travaillez normalement avec des experts comme Patrice pour vos projets. C'est exactement ce que disait Patrice pour les villes. C'est important on est complémentaires et puis voilà, on partage nos idées, on essaye de travailler ensemble sur vraiment la création du projet dans son ensemble et puis envisager voilà, à la livraison comment ça va se passer, comment est-ce que les gens vont vivre, quel genre de personnes vont y vivre. Tout ça fait partie d'un ensemble et c'est très important que nos relations communes fonctionnent bien parce que les architectes vont vraiment travailler tous les espaces et puis nous, on va pouvoir les aménager pour que on s'y retrouve en tout cas et on compense aussi à des détails futuristes, on va dire, pour que ça reste durable dans le temps. Super, merci. C'est très cliché comme réponse, mais il faut collaborer en amont dans le projet parce que plus souvent qu'autrement, puis on voit souvent la même chose avec les architectes de paysage, on finit par avancer tellement le projet, puis finalement, on appelle un designer, hey, finalement, je t'ai laissé 600 pieds carrés dans le coin, dans le fond à gauche, mets-moi quelque chose d'extrêmement intéressant dans le fond là-bas. Moi, j'ai jamais aimé ça. J'aime mieux être tout de suite en amont avec des designers, puis essayer de trouver le meilleur endroit possible, parce que moi, je fais simplement créer la coquille, l'habillage intérieur, c'est autre chose. Mais c'est étant dit, je veux vraiment m'assurer que c'est le meilleur endroit possible au niveau de la circulation, de l'entrée de lumière, etc., pour pouvoir respecter nos critères de performance qu'on avait dès le début, que l'espace soit réellement utilisé. Puis moi, j'aime être challengé par un designer qui dit, honnêtement, l'endroit où ce que tu m'as dit qu'on devait faire ça, c'est pas le bon endroit. La piscine, on devrait pas la mettre là, on devrait peut-être plus la mettre là, et etc., etc. Donc, il y a cette conception-là qui doit être faite juste dans l'organisation spatiale, ça doit être réfléchi ensemble plutôt que de juste penser que c'est de l'habillage à la fin. Là, j'ai encore un exemple très récent d'une tour toute neuve qui a été construite dans Montréal. Je ne vais pas mentionner laquelle, mais dans des logements qui se vendent assez cher d'ailleurs, on n'est pas capable de mettre ne serait-ce qu'un lit queen. Parce que les angles des espaces, les fenêtres, la façon dont c'est positionné, même les petites terrasses et autres, ne rendent pas les espaces très faciles à aménager. Donc, c'est dommage, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc, le plus tôt, le mieux. On a le temps. On a le temps pour une dernière question, là, le temps file. La question qu'on a, c'est si jamais vous aviez à imaginer finalement l'architecture, le design pour 2030, quelle innovation vous aimeriez voir intégrée dans nos villes, dans nos foyers, pour vraiment comme maximiser l'expérience là, des occupants puis la rendre la plus harmonieuse possible par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais peut-être des nouveaux éléments là, qui vous viennent en tête. C'est une grosse question. Ouais. Moi, j'ai pas mal d'idées, mais je te laisse y aller, Patrice. Ben, honnêtement, bien rapidement, ça peut passer par beaucoup de choses, là. Mais moi, je pense que personne doit être mis de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a trop souvent des petites unités ou même des grandes qui, parce que l'architecture a été créée d'une certaine façon, ont moins de luminosité ou n'ont pas de balcon ou sont placées bizarrement parce que
la forme a été réfléchie et conçue avant de vraiment s'intéresser à l'occupation directement. Fait que je pense que on devrait peut-être plus faire l'inverse de plus en plus. De plus en plus, je vois des développeurs immobiliers, puis on les aide d'ailleurs, nous, en tant que développeurs immobiliers, on aide d'autres développeurs immobiliers à créer des programmes fonctionnels et techniques de petites, grandes, moyennes unités qui devraient toujours avoir ça, ces critères-là. Puis ça devient comme un peu des pièces de Lego, puis quand on les met ensemble, ça devient le projet. Puis là, l'esthétique, etc., en découle. Fait que j'aurais tendance à dire, ben, il faudrait peut-être faire ça plutôt que de faire trop souvent l'inverse. Aurore, tu avais beaucoup de choses à nous Non, partager. non, pour ma part, pour moi, le logement futur, il faut absolument qu'il enlève de la charge mentale. Donc, quelque part, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, on parle d'être surmené, surchargé, etc. Donc, pour moi, un logement intelligent, il doit un peu penser à ta place, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir avoir la bonne température tout le temps, il faudrait pouvoir avoir la possibilité d'avoir une gestion des déchets assez efficace et peut-être même intégrée, je ne sais pas, un système de livraison où on n'est pas obligé d'être chez soi ou de devoir accueillir le livreur ou quelque chose dans ce style-là, qui est vraiment un service un peu intégré maintenant dans les logements qui pourrait nous éviter à nous propriétaires de devoir attendre un plombier, un électricien, à attendre un livreur, à devoir s'occuper de la gestion des déchets, de devoir presque même gérer ses courses parfois, d'avoir peut-être le service de se dire bon bah j'aimerais optimiser mon intérieur. Est-ce qu'il y a un service intégré parfois dans les immeubles où on pourrait avoir accès à des mobiliers ou des accords avec des designers et autres pour nous aider à aménager nos espaces pour être sûr que ce soit fonctionnel. Enfin voilà, en gros, éviter toute cette charge mentale de emménagement, déménagement, vie sur place. Ouais. Je pense que ce serait ça vraiment la petite touche sympa et de service et aussi ce qu'on appelle les fonctionnalités du bâtiment, les piscines, les jeux pour enfants, l'espace où on peut prendre un café tranquillement pendant que notre enfant joue avec un autre enfant, je ne sais pas, mais ça peut être ce genre de choses basées sur la cohésion sociale et le service. Ouais. Puis on parlait tantôt, juste compléter Aurore, là, comme tu disais, on parlait beaucoup des espaces communs tantôt, où on peut plus s'affirmer puis vraiment mettre matériaux, chaleur. Je pense que les unités résidentielles ils ont besoin de ça aussi parce que trop souvent, on les livre complètement vides, blancs. On, la fameuse dalle de béton qui n'a pas été glaisée, qui est encore décoffrée, qu'on voit encore beaucoup, mais ça fait des espaces très, très neutres, très blancs qui sont vraiment pas chaleureux. Je pense qu'on peut un peu plus pousser, là, puis déjà mettre de la couleur, mettre des accents pour que dès l'ouverture de la porte, on sent qu'il y a un petit quelque chose qu'on se sent plus à la maison. On a Exact. deux nouvelles questions qui ont été posées, puis je vois qu'il nous reste encore un peu de temps. Donc, concevez-vous la construction pour satisfaire le plus important pourcentage de la population, savoir le portefeuille moyen? Dans la conception, évidemment. Évidemment, parce que le portefeuille moyen, c'est quand même la majorité des personnes qui acquièrent des espaces. Et puis, mais surtout, ça peut arriver en début, au premier achat, ou même quand on a fini notre vie de famille et qu'on revient à plus petit, on voilà, peut-être un peu moins les moyens parce qu'on veut aussi en profiter pour la retraite et autres. Donc, clairement, le portefeuille moyen dans les conceptions, c'est la base. Et puis après, on peut élever les statuts, mais je pense que même l'entrée de gamme doit être perçue un peu plus moyenne gamme pour les personnes qui peuvent acquérir quelque chose, parce que c'est ça, en fait, le petit plus qu'on peut donner, c'est de ne pas avoir l'impression d'acheter cheap parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Exact. C'est la même chose pour nous. C'est vraiment la pierre angulaire de tout début de projet, de tout développement. Évidemment, ça va passer par les superficies, mais ça va passer par la répartition typologique, le contexte. On le sait qu'un projet, pendant sa conception, ça peut prendre 1 an, 2 ans, des fois c'est très long.
ce qui est dangereux des fois, c'est que les projets ils ont été conçus justement jour 1 puis n'ont jamais évolué. Fait que les projets qui se construisent ont été cannés il y a 2 ans avec des superficies puis avec une répartition typologique qui, des fois, n'est plus nécessairement au goût du marché qui a évolué. Puis ça a été beaucoup de problèmes pendant la pandémie parce que ça a évolué extrêmement rapidement. Puis l'idée, c'est ce qu'on fait un peu en pré-développement, c'est qu'on crée un peu une recette, si on veut. Donc, entre certaines trames, ben, il y a possibilité de venir modifier donc, des unités plus petites peuvent donner plus grosses, moins. La recette, elle est connue. Donc, si demain matin ou dans 1 an, je veux changer le projet pour plus m'adapter au contexte, on connaît la réponse. On ne doit pas redessiner complètement le projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de toujours suivre cette ligne-là. Donc, le coût moyen, les gens qui potentiellement vont venir y habiter, pour que quand la construction débute, on est 100% sûr qu'on est bien implanté dans le contexte sur lequel on va venir construire. Oui, puis il peut y avoir des éléments qui sont un peu plus chers que d'autres, mais qui vont faire toute la différence, en fait. Et c'est un peu pareil comme quand on s'habille. En fait, on n'est pas tous habillés de la tête aux pieds dans la même marque. On mélange un petit peu les choses pour qu'au final, on ait quelque chose qui nous convienne et qui nous corresponde et qui parfois donne une petite touche ou juste parce qu'on a une jolie écharpe ou quelque chose. Bref, et ben, c'est un peu ça dans le bâtiment aussi ou dans l'aménagement mobilier et la décoration. On n'est pas obligé de tout avoir très cher, mais il peut y avoir quelques éléments importants qui le sont un petit peu plus et qui vont créer cet effet waouh, et même dans les espaces communs en fait, et qui vont donner l'impression que tu n'es pas en entrée de gamme, que tu es tout de suite un peu en moyenne gamme et un peu plus haut même, et ça correspond à tout type de portefeuille. Ouais. On a une dernière question. L'utilisation du bois lamellé collé serait idéale pour l'efficacité de construction, mais aussi pour la valeur de l'ambiance naturelle du bois. Qu'en pensez-vous? Ouais, 100% d'accord. On a encore un code qui doit s'adapter à ça. C'est triste un peu à dire parce que on a la ressource naturelle dans le cours arrière. Là, on a du bois partout, mais on est encore assez arriéré sur cette question-là. Notre bois d'ingénierie n'est pas tellement. Je ne veux pas heurter personne, là, mais il n'est pas encore au top du top. Comparativement à ce qui se fait, par exemple, en Scandinavie, même en Asie, alors qu'ils n'ont pas ce bois-là comme ressource première à proximité. Je pense qu'il faut encore beaucoup plus le développer. Il doit y avoir encore même plus d'industries qui se font compétition entre elles pour pouvoir rendre ça vraiment intéressant puis que ça devienne comme une espèce de raz-de-marée que les promoteurs l'utilisent de plus en plus. Parce qu'au niveau de la qualité d'insonorisation, inévitablement la chaleur que ça va porter dans une unité, c'est super, super intéressant. Par contre, présentement, il y a certains projets, le Arbora, pour ne pas le nommer, qui se font, mais qui ont été beaucoup cachés. Quand tu entres dans l'unité, tu ne le sais pas parce que tu dois nécessairement rajouter du gyps par-dessus ton bois pour pouvoir respecter les normes présentement en vigueur. Donc, il faut qu'on s'adapte encore un peu pour que ça devienne une norme, mais ça étant dit, c'est dans notre contexte quelque chose qu'il faut vraiment qu'on regarde. La mise en chantier de ce système-là est hallucinante. Là. Je veux dire, on peut construire en plein mois de février, puis ça devient un système de mécano. On n'a pas besoin de faire comme le béton, puis essayer de couler avec des adjuvants, etc., qui sont super compliqués. Là. Notre climat devrait être quelque chose qui drive beaucoup la construction de plus en plus. Puis c'est sûr que le bois devient une solution à ça rapide. Là. Super. Ben, écoutez, merci à tous les deux pour toute votre générosité et le contenu que vous avez partagé à l'ensemble des participants. Donc, c'est ce qui conclut là, donc, notre webinaire. Pour rester informé de nos prochains événements, là, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre. Alizé est accessible sur LinkedIn, Instagram et Facebook. ADesign est aussi présent sur Facebook et Instagram. Donc, suivez-nous et merci encore une fois d'avoir participé en grand nombre. Et vous recevrez sous peu un lien pour écouter le webinaire en rediffusion. Donc, voilà. Merci Aurore, merci Patrice encore une fois et merci à tous là, d'avoir participé à notre webinaire ce matin. Merci beaucoup. Merci Réane, merci à toi aussi. Ça fait grand plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bye.